Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, que le parent qui ne s'est jamais senti déstabilisé par le comportement de son ado lève la main. Personne? Bien. Alors tous les autres, on s'empresse de lire le livre de Florence Bramy. On y trouve des clés essentielles pour mieux comprendre les ados. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité tellurique et programme de science aujourd'hui. Des volcans se réveillent en Islande. Sont-ils effusifs ou éruptifs? C'est un sujet abordé dès l'école primaire et qui souvent passionne les élèves. Révision avec Brandon. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Sortie culturelle autour d'une expo consacrée à un phénomène du street art, Invader. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira et son plateau repas. Notre nutritionniste et diététicienne s'intéresse aujourd'hui à la star contestée du petit déjeuner, le lait. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Nous l'avons toutes et tous parcouru, cette terre, et pourtant elle nous demeure largement inconnue quand nous devenons parents. Cette terre, c'est l'adolescence, et je vous propose de la réexplorer avec une guide extrêmement avisée, la psychologue Florence Bramy. Elle publie chez Deux Boucs Supérieurs le guide parental pour comprendre son ado. Florence, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, bravo pour ce livre. Il est riche, il est complet, il est accessible. On peut à la fois le lire d'une traite, c'est ce que j'ai fait, tout en me disant que j'aurais pu piocher dedans selon les besoins du moment. Vous expliquez notamment que les bouleversements qu'encaisse un adolescent absorbent une énergie considérable chez lui. Et j'aimerais qu'on commence par là. C'est vraiment un moment de... je disais tellurique pour les volcans, mais c'est pas moins tellurique pour les ados. Exactement. Oui, en fait, c'est un moment de grands bouleversements physiologiques pour les adolescents, et ça leur prend beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que souvent on dit pourquoi il est couché toute la journée ou pourquoi il est sur son téléphone. Le téléphone, c'est aussi ça. C'est aussi un moment où on se détend, où on décompresse. Donc il y a des bouleversements hormonaux, et puis il y a aussi des bouleversements psychiques, psychologiques, qui font que on dépense de l'énergie à se poser plein de questions sur le monde, mais en particulier sur ses amitiés, sur qu'est-ce qu'a dit l'un, qu'est-ce qu'a dit l'autre, et pourquoi moi j'ai fait ça, et voilà. Justement, ce corps dont je parlais à l'instant, il est observé, il est scruté, du moins ils en ont l'impression, et c'est aussi un âge où c'est compliqué de vivre avec ce corps. C'est l'âge des complexes, typiquement l'adolescence. C'est l'âge où naissent les complexes, oui, généralement. C'est un corps qui peut être difficile à accepter, parce que justement, il change très rapidement. Donc on n'a pas tellement le temps, surtout pour les filles, tellement le temps de s'accepter, de découvrir finalement une nouvelle identité. Les garçons, c'est un peu plus long. Pendant quand ça commence à grandir, ça... Ouf. Alors ils grandissent très vite, mais au niveau des changements du visage ou au niveau des changements, par exemple de la pilosité, tout ça, pour eux, c'est un peu plus long. Disons qu'ils ont un peu le temps de s'habituer, de voir si ça commence à pousser ou pas. Les filles, c'est tout d'un coup, elles se retrouvent avec de la poitrine. Et en fait, elles ont du mal à gérer ça. Tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand je fais du sport, c'est différent. Quand on me regarde, c'est différent. Voilà, donc pour elles, c'est encore plus difficile que pour les garçons. Donc le rapport au corps, c'est quelque chose qu'il faut accompagner. Avec un sentiment qui émerge aussi à ce moment-là de la vie, qu'à un moment on est très sensible au regard des autres, où on a un rapport à la normativité qui est très puissant, qui est, j'allais dire, l'effet miroir de tout ça, qui est la honte. Alors oui, la honte, donc là, la honte, on est vraiment dans un sentiment très fort, qui est la honte de ce que je suis. Et là, c'est le moment où il faut commencer à s'inquiéter. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Comment, à partir de quel moment on commence à se dire qu'il faudrait vous consulter, une fois qu'on a lu le bouquin? Quand un adolescent... voilà, une fois qu'on a lu le bouquin. Exactement. Quand un adolescent a des complexes, donc on l'accompagne, on essaye de... Déjà, il faut qu'il nous en parle, s'il le peut. Sinon, on a des signes quand même qui nous montrent des choses, des vêtements un peu trop larges, des cheveux dans la figure pour cacher son nez, des choses comme ça. Voilà, on en parle. Et si on voit vraiment que ça bloque et que l'adolescent va se replier sur lui-même et que ça devient un sujet quotidien, là, on peut lui demander s'il a besoin d'aide. En sachant que des situations qui, nous, adultes, peuvent nous sembler totalement anodines, peuvent être vécues comme extrêmement graves par les ados. Donc il faut les écouter et les prendre au sérieux, en fait. Il faut les écouter, les prendre au sérieux et surtout éviter les critiques. C'est-à-dire que la moindre critique pour un adolescent peut être très touchante. D'ailleurs,
Enfin, en tant qu'adulte, quand on discute... Très touchante au sens désagréable du terme, hein, pas touchante au sens sympa. Pas touchante, percutante. Exactement. Mais quand on est adulte, souvent, on regarde un peu derrière soi et on se souvient d'une ou deux réflexions qu'on nous a faites. En général, soit c'était des copains, soit c'était des adultes. Et c'est des choses qui marquent, ce sont des choses qui marquent, qui nous construisent. Et quand on se construit avec dis donc, t'aurais pu laisser tes cheveux longs parce que tes oreilles, c'est un peu trop gros ou trop grand, dans certaines situations, ça peut devenir énorme. Exactement, vous avez tout compris. Ils ne s'opposent pas pour le plaisir, les ados, qui vont beaucoup s'opposer, mais vous dites qu'ils s'opposent quand ils sentent que leur identité est menacée ou pas reconnue. On reste autour du même thème. Exactement. Non, ils ne s'opposent pas par plaisir. Ils s'opposent vraiment quand ils manquent de liberté. Quand ils manquent de liberté d'être, on va le dire comme ça, puisque l'identité, c'est l'identité d'être. Quand ils ont la sensation qu'on les empêche de devenir ce qu'ils voudraient être, parce qu'en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent être. Oui, ils tâtonnent énormément. Exactement, c'est qu'il faut expérimenter. Donc, s'il y a des expérimentations et qu'on leur dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, du coup, ils ne savent plus où aller. Donc, il faut bien sûr les garder en sécurité. On va en parler de ça, des limites. Mais il faut les laisser expérimenter. Parce que c'est un jeu, c'est un peu une sorte de laisse élastique, quoi. C'est-à-dire il faut laisser partir tout en retenant au bon moment. Le guide parental pour comprendre son ado, sur titre TikTok, sexualité, pote, c'est de Florence Bramy, c'est chez Debout Supérieur. Livre extrêmement bien fait. On retrouve Florence Bramy juste après l'anti-sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Islande, puisqu'il y a quelques jours, ce pays a connu une nouvelle éruption volcanique. Et ça, les volcans, sujet qu'on rencontre dès l'école primaire, ensuite au collège. Petite révision de SVT avec vous. Oui, deuxième éruption en un mois en Islande, et cette fois-ci avec l'une des éruptions les plus dévastatrices depuis 50 ans. Non pas sur le plan humain, il n'y a eu que quelques blessés, mais sur le plan géographique et matériel, évidemment. Alors, pourquoi les volcans entrent-ils en éruption? Sous la croûte terrestre, à des dizaines de kilomètres sous nos pieds, il y a ce qu'on appelle le manteau. Et dans ce manteau, il y a des points chauds. Donc, ce sont des zones où la roche est tellement chaude qu'elle devient liquide. C'est le magma. C'est exactement le magma. Bravo, Emmanuel, le spécialiste en sciences School TV. On m'a fait réviser à la maison. Et quand le magma parvient à percer justement la croûte terrestre, qu'est-ce qui se passe? C'est la naissance d'un volcan qui prend la forme d'une montagne avec ce cône et ce cratère à son sommet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le magma arrive à la surface? Là, il y a des éruptions. Qui sont effusives ou explosives. Oui, effectivement, les éruptions effusives sont généralement moins explosives car elles se caractérisent par l'écoulement plus calme du magma à la surface, moins visqueux et riche en gaz, qui lui permet de s'écouler plus facilement. Les coulées de lave sont plus lentes et moins violentes. Les éruptions explosives, elles, se caractérisent par la libération soudaine et violente du gaz, de cendres et de roches fondues. Les gaz sous pression, comme la vapeur de l'eau et le dioxyde de soufre, s'accumulent dans le magma et créent une pression importante. Et lorsque cette pression est libérée, elle propulse les matériaux volcaniques à grande vitesse dans l'atmosphère. Et évidemment, les projectiles tombent sur le sol et sont très dangereux pour la population. Alors, grandes éruptions en Islande en ce moment, pour l'instant, et on touche du bois sans faire de victimes. On apprend aussi à l'école quelles furent les plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire. Oui, on a retenu quelques exemples. Le plus important, c'est l'éruption du Toba qui a lieu il y a environ 74 000 ans. Non pas pour son nombre de morts, on parle de seulement 2500. C'est ça ? En Indonésie, effectivement. Ouais. 2500 morts seulement. Seulement, c'est déjà beaucoup, mais oui. À l'époque, c'est très peu, surtout pour les conséquences dévastatrices pour la géographie, pour la faune, pour la flore. Et là, c'est surtout que le volcan a éjecté du gaz, de fragments de roches, et qui a eu donc un impact important pour le climat, avec notamment la période glaciaire qu'on connaît, qu'on a appris à l'école, et des conséquences sur le climat, donc la faune, la flore au niveau mondial et encore aujourd'hui. Autre exemple important, l'éruption du Tambora, toujours en Indonésie, en 1815. Là, elle est considérée comme la plus meurtrière puisqu'elle a entraîné la mort de 71 000 personnes. C'est le record au niveau mondial dans l'histoire. Autre exemple aussi très connu, c'est l'éruption du Krakatoa en 1883 qui a causé la mort d'environ 36 000 personnes. Une explosion qui a même provoqué un tsunami et la détonation a été entendue à des milliers de kilomètres à la ronde. Plus récemment, on a l'exemple en 1991 du Pinatubo aux Philippines, là qui a libéré d'énormes quantités de cendres
et de gaz dans l'atmosphère et qui a même provoqué une diminution de la température mondiale durant plusieurs semaines. Et puis il y a quand même quelques éruptions célèbres en Italie, non? Oui, si effectivement. Si on en connaît quelques-unes, c'est quoi, le Vésuve, l'Etna? Le Vésuve, effectivement, le Vésuve notamment en 79 après Jésus-Christ, 24 au 25 août, avec les villes qui ont disparu, Pompéi et Herculanum. Et ça, c'est un volcan actif, considéré aujourd'hui comme actif. Un volcan est considéré comme endormi s'il n'a pas eu d'éruption au cours des 10 000 dernières années. On parle aussi de volcans éteints. Là, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années. Et en France, l'exemple le plus parlant, c'est le volcan du Cantal, puisque lui, c'était il y a plus de 30 000 ans. Et il reste encore aujourd'hui le plus haut volcan d'Europe. Merci beaucoup pour cette chronique volcanique. Oui, volcanique. On se retrouve pour la récré. Oui. Florence Bramy, Grand Oral. L'ado est un être complexe qui tente de s'adapter à une société dont les exigences normatives sont élevées et les représentations souvent caricaturales, définition proposée par Florence Bramy dans son guide parental pour comprendre son ado qui vient de sortir chez Debook Supérieur. Il y a plusieurs mots-clés, plusieurs attitudes qui parcourent le livre et que vous suggérez aux parents, mais s'il y en a bien qui revient en permanence, vous l'avez d'ailleurs déjà cité depuis le début de l'émission, c'est la notion de confiance, l'idée qu'il faut les laisser faire des expériences. Oui, il faut les laisser faire des expériences, il faut leur faire confiance. Il faut aussi de temps en temps les laisser se prendre un mur. C'est comme ça, c'est la vie et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, juste veiller à ce que ce ne soit pas un mur qui, au sens propre du terme, et qu'on ne s'abîme pas trop la santé. Voilà. C'est vraiment les garder en sécurité tout en leur permettant de, au-delà de faire leurs expériences, d'aller s'ouvrir. Parce que c'est aussi comme ça qu'on s'ouvre au monde. C'est quand on a la possibilité d'aller regarder ailleurs, d'enlever un peu les œillères de son monde éducatif. Et ça, c'est souvent ce qui chagrine les parents. Ça, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ma culture. Mais justement, c'est là où ils peuvent aller voir et c'est là où, de temps en temps, ils vont revenir assez rapidement, finalement. Mais pour ça, il faut quand même aller voir ce qui se passe ailleurs. J'essaye de dire des trucs à mon ado, il m'a pas l'air d'aller très bien, il m'écoute pas. C'est décourageant, il faut continuer pourtant. Alors, oui, bien sûr, il faut continuer parce que tout ce que vous dites, de toute façon, ils l'entendent, ça s'intègre. D'ailleurs, tout petit, ça s'intègre. Mais dans le « il m'écoute pas », il faut aussi entendre « je le dis peut-être pas de la bonne façon ». Un ado qui n'écoute pas, c'est un ado qui a peut-être trop entendu la chose. Donc, auquel cas, il faut le dire autrement ou peut-être se poser la question « ok, si je change de point de vue, si je prends le sien, comment j'aimerais qu'on me le dise ?» Et puis un ado qui n'écoute pas, c'est un ado qui a quand même envie de faire son expérience. Et donc là, de temps en temps, il faut laisser. Il faut laisser y aller. Un ado qui parle et que je ne comprends pas, il faut bien savoir que c'est aussi un ado qui ne sait pas forcément mettre les mots sur ce qu'il ressent parce que les émotions sont amplifiées. Oui, les émotions sont amplifiées et souvent, le développement de leur cerveau ne leur permet pas encore d'exprimer vraiment leur ressenti. Et nous, on est dans une société quand même où on a un peu oublié les ressentis, pas les émotions. Ça y est, les émotions, on revient dessus, mais les ressentis vraiment viscéraux, ce qui se passe dans notre corps, ce qui fait qu'on n'a pas envie d'aller dans une situation et qu'on le sent dans notre corps, tout ça, on l'a un peu oublié. Et les ados, quand ils y sont confrontés, ils ont du mal à le verbaliser, parce que nous aussi, en tant que parents, on ne leur apprend pas vraiment. On a un peu oublié ça. Donc, c'est important que nous, en tant que parents, on se reconnecte. Alors, c'est un mot un peu à la mode, mais vraiment qu'on sache, alors ça me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Et les ados, quand il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur, ils ont tendance à y aller direct. Alors oui, ça peut être un peu dangereux, mais c'est aussi ça l'expérience. C'est ça, grandir aussi. L'ado qui claque des portes, qui crie... On respire un grand coup, on se dit que ça va passer? Alors, on respire, on se dit que ça va passer. On n'essaye pas justement de forcer la porte. On garde le dialogue. C'est le pire. On garde le dialogue, on attend un peu. C'est une effusion volcanique. Mais... c'est une explosion, là, je dirais. Une explosion, exactement. Mais ça sert. Ça sert parce que l'ado qui claque la porte, c'est l'ado qui en a marre. Il y a quelque chose en dessous, justement, qui ne va pas. Si ça arrive plusieurs fois de suite. Donc, au bout d'un moment, quand on voit que c'est trop... on pose des questions. Et si on voit que la communication est vraiment coupée, on dit, voilà... Si tu as envie, si tu as besoin d'aller voir quelqu'un d'extérieur à cette famille, quelqu'un de plus neutre, alors on peut te proposer telle ou telle personne. Mais il ne faut pas hésiter, quand la communication est rompue, à les rétablir avec d'autres adultes. Parfois, la communication n'est pas rompue, on dit des choses à l'ado, on croit bien faire et on empire. Parfois, vous dites d'une certaine manière dans le livre que qui trop embrasse mal étreint. Il y a des gestes d'aide qu'il ne faut pas essayer de faire en vrai.
Oui, il y a de l'aide qui influence. C'est ça. Voilà, il y a du conseil qui est donné et qui est entendu par l'adolescent, qui va essayer de rentrer dans ce conseil et qui va se rendre compte qu'il n'y arrive pas. Et du coup, il va se dévaloriser. Et c'est encore pire. Oui, c'est encore pire parce qu'en fait, il n'a pas cette possibilité de faire ce qu'un adulte lui propose. Donc, il va se sentir mal. Et c'est là où on peut commencer à avoir honte parce qu'on n'y arrive pas, en fait. Donc, il faut s'adapter vraiment aux besoins de l'adolescent. D'un mot sur un certain nombre de conduites dangereuses, je pense notamment aux scarifications, etc. Vous dites on ne décide pas de se scarifier un beau jour non, c'est pas un phénomène de mode. Faire mal, en fait. On ne se fait pas mal pour le plaisir. Non, on ne se fait pas mal pour le plaisir, on se fait mal parce qu'on souffre. Donc, même si on peut le voir de plus en plus, quand même, il faut le dire, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose que les adolescentes souvent font, plus que les adolescents. Pour exprimer quelque chose. Parce que ça ne va pas, parce que la douleur est trop forte à l'intérieur. Du coup, on l'extériorise. Voilà. Il y a plein de phénomènes autour de ça, mais surtout quand un adolescent commence à se scarifier, il faut prendre les choses en main. Et avec un peu de chance, on a détecté ça avant, parce qu'on a attentivement lu le guide parental pour comprendre son ado de Florence Bramy. C'est chez Le Bouc Supérieur. Florence, qui est psychologue et docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, et que l'on retrouve juste après la récré. Brandon. Un adolescent un peu difficile, Brandon, non? Rien dit, moi. Vous nous emmenez pour cette récré aujourd'hui découvrir une expo qui va nous faire voyager au plus près des étoiles. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'artiste lui-même. Il n'a qu'à voir sa publication il y a quelques jours sur Instagram. Regardez, vous le voyez, c'est le street artiste Invader, et oui, qui revient pour une exposition immersive événement à Paris à partir du 17 février au 11 rue Béranger dans le 3e arrondissement. À Paris, une exposition événement pour cet artiste. Vous le connaissez tous? Oui. Ah, on le connaît. C'est des petits pixels. Exactement, des aliens de toutes les couleurs. Ça. On le retrouve beaucoup à Paris, 1500 numéros. Un peu partout dans le monde entier aussi, si vous voyagez, vous marchez dans les rues de Munich notamment, il y en a énormément. Donc là, il revient pour une exposition événement sur 30 ans de carrière. Il fait un point. Rue Béranger, moi j'ai fréquenté, il y avait les locaux de Libé. Exactement, c'est dans l'immeuble de On Libération. avait fait une figurine. Et oui, sur le toit de l'immeuble, effectivement, qui existe toujours aujourd'hui. Là, c'est 9 étages, 3500 mètres carrés d'exposition. Elle est absolument incroyable. J'ai vu le début de l'installation qui n'est pas terminée il y a quelques jours. Et vous avez à la fois des sculptures, des dessins, des photographies, des vidéos qui racontent sa vie. Vous aurez peut-être la chance de le rencontrer parce qu'en fait, on ne le connaît pas physiquement. Invader, il ne veut pas. On ne saura pas qu'on l'a rencontré non plus, mais bon. On ne sait pas, peut-être. Et on aura aussi une surprise. Le 1500e spécimen sera présenté et ensuite installé dans la capitale. Et donc là, c'est vraiment exposition immersive. Elle a l'air d'être magnifique. On parle d'elle comme l'exposition de l'année pour en savoir plus sur l'histoire de Paris, parce qu'il y aura beaucoup aussi de petites informations ensuite de différentes rues. Voilà. Donc c'est à découvrir à partir du 17 février jusqu'au mois de mai. Donc 3 rue Béranger dans le... 11 rue Béranger. 11 rue Béranger, pardonnez-moi. Dans le 3e arrondissement, quartier République, pour cet artiste absolument fascinant. Super, il y a même des applis, on peut jouer à... Oui, voilà, pour les découvrir. Ouais, pour les découvrir. Et merci. pour en savoir plus sur l'histoire de Paris. C'est vrai. Brandon, merci beaucoup. Florence Bramy, Grand Oral. Existe-t-il une expérience universelle et stable de l'adolescence? C'est ce que suggère Florence Bramy quand elle écrit dans le guide parental pour comprendre son ado, je la cite, que les pratiques des adolescents d'aujourd'hui ne sont que de nouvelles versions des nôtres, déroutantes peut-être, je vous le confirme, mais pas fondamentalement, différentes. Pour comprendre son ado, se rapporter à sa propre adolescence, c'est une bonne boussole? C'est très important, d'autant plus que c'est un peu la génération des parents d'aujourd'hui, des parents d'ados d'aujourd'hui qui ont construit cette société, cette culture, ces médias. En fait, on les avait déjà finalement. Les séries américaines arrivaient déjà, Internet commençait à être là, les ordinateurs, les jeux vidéo. Tout ça, en fait, on l'a construit, on a fait en sorte que ça se développe. Donc maintenant... difficile de leur reprocher. On paye les pots cassés maintenant de nos bêtises. C'était ce dont on avait envie, c'est ce qu'on a voulu faire, et là maintenant c'est eux qui en profitent, donc très bien, j'allais dire, même si il faut y faire attention. Mais... Ceci étant, et puisque vous en parlez, c'est quand même un changement radical, les réseaux sociaux, parce que pour le coup, dans l'adolescence des parents d'aujourd'hui, il n'existait pas encore les réseaux sociaux. Alors, là, on est vraiment sur les premières générations qui sont nées avec. C'est ça, mais ce qui est très différent, c'est la temporalité, en fait, parce que le réseau aujourd'hui, il est vraiment ce que, à l'époque, était le magazine pour nous, on va dire. Alors vous, peut-être pas, mais nous, il y avait Jeune et Jolie, il y avait Rebelle, Belle et Rebelle, et tout ça.
Voilà, Salut, Podium, etc. Ah bon, vous avez connu Salut? J'étais petite. Et voilà, donc eux, ils s'informent. Il y a Brandon qui nous écoute. Oui, SLC, attendez. Salut les copains, tout ça. Ah oui, c'est la version Europe de la chose. C'est votre culture de l'audiovisuel. Non, ils sont vraiment... ils se cultivent avec ça. Ils apprennent avec ça et ils ont la chance de pouvoir échanger avec ça. Nous, à l'époque, c'était le courrier des lecteurs, donc on est vraiment dans une temporalité différente, mais finalement, les mécanismes sont les mêmes. Parler à sa star, à l'époque, on faisait des courriers, on les envoyait, trucs écrits derrière le disque. C'était la grande rubrique qu'on attendait dans le journal, la star vous répond. Exactement. Bon, maintenant, ils ont la chance, la star, souvent... quand elle est sympa, elle répond assez vite. Donc, ou ses équipes répondent. Voilà, ou ses équipes répondent. Mais on peut quand même se comparer. C'est pas des monstres qui arrivent et puis on ne sait pas qui sont. C'est que le journal, si je garde votre exemple, le journal, ça se terminait. Alors, une fois qu'on l'avait relu 15 fois, on n'allait peut-être pas le lire une 16e fois. Le réseau social, c'est... Ça se termine jamais. Voilà. Ouais. Ça se termine jamais et ça vient happer le cerveau parce que justement, le cerveau déteste les tâches qui ne sont pas terminées. Donc là, forcément, c'est aux parents de responsabiliser les ados. Et quand ils ne peuvent pas le faire, c'est aux parents de poser la limite. Mais il y a toute une éducation à faire. D'ailleurs, les lycées et les collèges prennent en main cette éducation de plus en plus. L'éducation aux médias et à l'information. Exactement. On en parle régulièrement, effectivement. Ouais, les parents doivent le faire absolument. Dans les nouveautés, là aussi, par rapport à ma génération, il y a l'omniprésence des questions de genre. Oui, tout à fait. On peut pas dire que ça n'existait pas de mon temps, mais c'était pas courant. C'était surtout moins... Comment on peut dire? On n'en parlait pas. Exposé. C'est ça, voilà. Voilà, moins exposé. Donc oui, alors là, l'identité de genre, on est dans une... pour le moment, en tout cas, les adolescents y touchent de plus en plus et avec de plus en plus de facilité, parce que ce sont des questions qu'on peut se poser, que tout le monde peut se poser. Et de leur point de vue, aujourd'hui, c'est plus négatif de l'exposer. Voire même, ils cèdent comme ça à trouver une autre identité ou à s'affirmer. Il n'y a rien de définitif. Ils évoluent et puis après, à l'âge adulte, ils voient. Ils vont se stabiliser. Voilà, ils peuvent toucher un peu à tout. Mais dans les cas dont on parle parfois d'enfants qui ont une dysphorie de genre et qui disent je ne suis pas né dans le bon sexe, etc. Je voudrais qu'on m'opère à 11 ans. Enfin, tout ça, c'est quoi votre conseil? Et d'ailleurs, on m'opère à 11 ans. Déjà, on est avant l'adolescence. C'est ça. Et quand on est avant l'adolescence, on touche à rien. Il y a d'autres questions qui se posent. Pendant l'adolescence, on sait que tous les changements peuvent amener des questions. Avant l'adolescence... C'est un mauvais exemple, 11 ans, mais mettons 15. Alors, mettons 15, on demande juste à l'adolescent d'attendre, juste pour être sûr, pour ne pas rentrer dans quelque chose de trop invasif. Et d'irréversible. Et bien sûr, on l'amène chez un psychologue, pas du tout pour le juger, mais pour l'aider à évoluer là-dedans. Et à mettre des mots. On disait l'importance de mettre des mots quand on vit des choses extrêmement importantes. Vous dites qu'il faut aussi se dire, et que ça aide les parents, que l'ado est un adulte comme les autres. Vous ne le dites pas exactement comme ça, mais finalement oui, puisqu'il craint d'être seul, d'échouer, de regretter, de s'ennuyer, finalement de mourir. Oui, parce que les adolescents, on a l'impression qu'ils sont dans leur monde avec leur lycée, leurs notes, etc. Mais en réalité, leur cerveau leur permet d'accéder à des questions qui sont hyper importantes, qui sont juste les questions existentielles de la vie. La mort. Ils se coltinent pour la première fois de manière aussi brutale. Alors, ils se la coltinent avec une prise de conscience. Les enfants ont peur de la mort. Les adolescents, souvent, s'y confrontent directement et ça, c'est important pour eux, en fait. Donc, finalement, les adultes, nous, on est pareil, sauf que nous, on a appris à mettre de côté, et à avancer et à travailler, à payer nos impôts. J'ai commencé cet entretien avec le mot de confiance, qui est un mot qu'on retrouve énormément. L'autre grand mot de tout le bouquin, c'est l'écoute. Oui, l'écoute. Oui, écoutez. Surtout, éviter de couper la parole. Poser des questions ouvertes et laisser venir le dialogue. On va, si vous voulez bien poursuivre, mais autour des questions d'alimentation, on va parler du lait. Voilà, parce que c'est un sujet très présent. Alors, l'alimentation est un sujet très présent. Oui, c'est un sujet dans le bouquin, absolument. Mais dans votre cabinet, je pensais. Brandon, merci beaucoup. Merci, Manuel. Pour Guide Pardal, pour comprendre son ado chez Debook Supérieur. Et on reçoit maintenant pour le plateau repas Sandra Ferreira. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre nutritionniste et diététicienne, plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. On va parler de diététique. Aujourd'hui, on va parler du lait. Du lait, on va commencer par ça. Okay. Oui, du lait.
est-ce que vous vous souvenez, Emmanuel, de la briquette de lait qu'on vous donnait à la récréation? Un truc qu'on me donnait après la guerre, parce qu'on était mal nourris. Moi, je m'en souviens, Sandra. Et comment alors? Et vous en souvenez aussi? Eh bien oui, alors je ne ferai pas vous vous moquez, vous n'avez pas cet âge-là. Mais bien sûr que si, à mon âge, enfin en tout cas quand j'étais plus jeune. Dingue, vous étiez dans une école sympa alors. Et j'étais en école publique dans les années 90. J'avais encore cette briquette de lait qui a perduré, parce que vous allez voir, je vais un peu vous expliquer. Je prends un accent un peu de personne âgée, parce qu'en fait ça remonte. Date de 1950. Pour moi, c'était ça le berlingot de lait. Donc, ça date de 1950, cette fameuse briquette de lait. Pourquoi? Parce que effectivement, on est après la Seconde Guerre mondiale. Pour éviter toutes les carences alimentaires, il y a un programme de distribution de lait. Alors, il y a d'autres raisons aussi, mais bon, on va dire que principalement, c'était pour les carences alimentaires. Distribution de lait pour donc pallier ces carences et aussi pour un peu donner du mouvement et développer la filière laitière et faire de l'éducation nutritionnelle. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien. Pour la France, précisément, c'était souvent, il y avait le petit berlingot de lait, mais ça peut être aussi le verre de lait. Moi, c'est le verre de lait que j'ai connu précisément. Donc, c'était Pierre Mendès France qui, en 1954, avait annoncé distribuer quotidiennement un verre de lait et du sucre. Et son slogan, moi, je l'aime bien. Il est particulier. Allez. Pour être studieux, solide, fort et vigoureux, buvez du lait. C'est très, très politique. Bon, ceci, il y a aussi un programme européen qui s'appelle Lait aux écoles. Oui, dans la lignée, en fait, il y a eu un programme européen, Lait aux écoles. C'est l'Union européenne qui, du coup, va subventionner la distribution de lait dans les écoles, et ça à partir de 1976. C'est pas si vieux que ça. Ouais, non, j'en conviens. Je trouve que ça vous va. avez connu le lait, vous, Florence? On vous donnait du lait? Dans les écoles, oui, tout à fait, la petite briquette de lait. J'étais dans une école nulle, j'ai porté plainte. C'était quoi cette école? Une histoire d'âge, c'est une histoire d'école qui était nulle. Donc ça va encourager, encore une fois, la consommation de lait, de produits laitiers par les élèves, et surtout de les sensibiliser pour bonnes habitudes alimentaires. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette dimension d'amélioration de la nutrition, puis cette dimension pédagogique, en fait, avec tout ça. C'est génial. Alors, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé, le lait? C'est une question qu'on se pose quand même. Oui, il y a le débat quand même. Il y a débat. C'est très controversé. Je ne vais pas rentrer trop dans la polémique parce qu'il y a du contre, du pour. Moi, à l'état actuel des connaissances, le lait, ça contient du calcium, des vitamines, des minéraux. C'est très riche en eau, ça réhydrate. Donc finalement, pour les élèves qui ne déjeunaient pas ou peu au petit déjeuner, je préférais qu'ils aient une briquette de lait que quelque chose de gras ou de sucré. C'est mieux que... Oui, c'est ça, voilà. À la limite, c'était pas plus mal. Et puis, je trouve finalement que cette petite pause lait, et là je parle même avec le recul de l'enfant que j'étais, c'était un petit moment pédagogique avec les professeurs, on parlait d'alimentation, on était vraiment dans cette petite bulle et je trouvais ça assez sympathique. Moi j'étais privé de lait, mais on me donnait de l'alcool par exemple à la cantoche. Ah, vous avez connu ça? Oui, j'ai connu ça. C'était jusqu'en 1956, alors est-ce qu'on va... Cramé, Manu. Alors oui, jusqu'en 1956, le vin et le cidre étaient à la cantine. Et quand je dis à la cantine, je ne parle pas que des professeurs, il y avait aussi les enfants. Et ça fait un lien avec le lait dont on parlait. Alors je faisais un lien justement avec le lait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Pierre Mendès France qui était député de l'Eure avant la guerre, et il avait expérimenté cette histoire de lait auprès de 1000 enfants, pour raconter un petit peu tout ça. En 1947, il y a des bons résultats d'un nutritionniste qui s'appelle Raymond Pommier, qui était maire de Montgeron d'ailleurs dans l'Essonne, qui va finir de convaincre tout ça, et ils vont créer les premières cantines modernes où on a des repas équilibrés, des fruits, etc., des légumes. Et justement, cette histoire d'alcool, parce que par la suite, en fait, Raymond Pommier va être le conseiller de Pierre Mendès France, et il va œuvrer pour l'interdiction de l'alcool dans les cantines, dans une France qui est quand même très attachée aux traditions viticoles et les bienfaits de l'alcool. Parce qu'à l'époque, on parlait de bienfaits de l'alcool. Et en 1956, il est interdit. Mais que pour les moins de 14 ans. Ça veut dire que ça continue jusqu'en 1981 pour que les lycéens n'en boivent plus à la cantine. 1981, pour moi, c'est presque hier, quoi. C'est complètement... C'est fou, je trouve. La diététique a quand même beaucoup évolué et elle n'est pas prête de Ce verre de lait, c'était pendant combien de temps vous avez eu ça, vous? Toute l'école primaire ou un peu après? Moi, j'ai eu toute la primaire. Non, primaire. Collège, non. Collège n'avait pas, primaire, ça fait quoi? On passe combien de temps en primaire? 5 ans, non? 5 ans en primaire. 5 x 6, 30, je retiens 3, 180 litres. L'école où j'étais, tu me dois 180 litres de lait. J'ai compté 25, avec j'ai compté 1 litre par semaine. Parce que là, ça coûte non, cher. sans l'inflation. Bon, merci beaucoup pour ce petit tour historique. Florence, merci beaucoup. Il y a plein de très bons sujets, très importants dans ce guide parental pour comprendre son ado. On n'a pas pu tout dire. S'il y en a un très important que je n'ai pas mentionné, c'est le harcèlement. C'est ça. Dans les nouveautés aussi. Le harcèlement virtuel et le harcèlement scolaire. Parce qu'il y a un continuum maintenant, école-maison, ça ne s'arrête plus jamais. Non, ça ne s'arrête plus. Et surtout, il y a une éducation aussi des parents.
pour les victimes, mais aussi pour les bourreaux. Parce que dans un établissement, quand il y a un enfant qui est harcelé, il y a des harceleurs. Il y a des harceleurs. Donc surtout, bien l'éducation à l'empathie. Hyper important. Merci beaucoup, Florence, le guide parental pour comprendre son ado chez Debout Supérieur. Un petit verre de lait à la santé de Sandra et à la santé de toute l'équipe de l'émission que je remercie chaleureusement, comme chaque jour. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui en régie est aujourd'hui avec Saïd Mamou au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.